Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de Training University Center. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Il est 8h42. Bon, j'ai un petit peu de retard. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission de ce matin qui est extrêmement importante puisque ça fait suite à ce qui s'est passé, notamment ce fameux mercredi 15 décembre. Avant de démarrer, se diriger vers les marchés, je vous laisse bien sûr prendre connaissance, comme chaque matin, sur l'avertissement des risques. Alors, un petit retour de ce qui s'est passé hier soir. Je vais m'attarder un petit peu au niveau des fondamentaux. Tous les yeux étaient tournés, je dirais, vers ce fameux mercredi soir où la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, a affiché hier sa détermination à lutter contre l'inflation en retirant plus rapidement que prévu toutes ces mesures de soutien à l'économie et en se disant prête à relever ses taux directeurs non pas à 2 reprises, mais à 3 reprises dans le courant de l'année prochaine, donc de 2022. Effectivement, la Banque centrale a annoncé qu'elle réduisait donc ses achats d'actifs de 30 milliards de dollars par mois à compter donc du mois de janvier 2022, à savoir que aujourd'hui, la Banque centrale réduit à 15 milliards, donc elle va doubler au niveau de ses réductions d'achat d'actifs. À ce rythme, si on poursuivait comme ça, le programme d'assouplissement quantitatif, le fameux quantitative easing mis en place donc pour soutenir l'investissement dans le sillage de la crise sanitaire pourrait prendre fin au mois de mars 2022 et non en juin-juillet comme on l'avait annoncé dernièrement lors des précédentes revues. En tout cas, selon les projections qui ont été publiées hier, la majorité des des membres de la Fed envisagent donc de désormais de relever à 3 reprises le taux dès l'année prochaine, retenant donc une prévision médiane d'environ 0,9% pour la fin 2022 contre 0,1% au moment où je vous parle. En septembre, il faut savoir que, pour rappel, la moitié d'entre eux pensaient encore qu'aucune hausse ne serait nécessaire en 2022. Est-ce qu'on assiste là à un retournement de veste? Bon, on en parle plusieurs fois lors des précédents meetings. Bref, en tout cas, Jérôme Powell ne s'est toutefois pas engagé sur le calendrier, sur les dates qui seront annoncées. En tout cas, la banque a répété à plusieurs reprises ces derniers mois qu'elle souhaitait commencer par éliminer d'abord, dans un premier temps, ses rachats de titres d'obligations d'État et de dettes, bien sûr, hypothécaires, avant d'envisager une hausse de taux. À l'issue de la réunion hier, 12 des 18 membres de la Fed tablaient sur au moins 3 hausses de taux l'année prochaine. Alors que hier, si vous vous souvenez bien, avant la réunion, je vous parlais d'environ 50%, soit 9 des 18 membres de la Fed. Rappelez-vous un petit peu ces annonces qui confirment un petit peu le tournant évoqué par Jérôme Powell lors de son audition au Congrès fin novembre, lorsqu'il avait indiqué que la poussée inflationniste actuelle ne pouvait plus être qualifiée de transitoire. Depuis, bien sûr, la hausse des prix à la consommation a connu donc une nouvelle accélération. À noter que depuis vendredi dernier, à 6,8% sur un glissement de 12 mois, soit un plus haut depuis près de 40 ans aux États-Unis, depuis 1982. Donc la Fed continue de penser que le mouvement de hausse des prix s'affaiblira donc l'année prochaine, à la faveur bien sûr du rétablissement des chaînes mondiales d'approvisionnement, de ce fameux goulet d'étranglement. Et donc les niveaux d'inflation observés cette année ont poussé évidemment la Fed, donc la Réserve fédérale, à opter pour une politique moins accommodante. Selon les dernières projections des analystes, la Fed table désormais sur une inflation hors alimentation et énergie de 2,7% l'année prochaine, contre, si on regarde un petit peu les anciennes prévisions, enfin les précédentes prévisions, à 2,3%, enfin c'est ce qui est tablé en septembre 2021. Pour le moment, la politique monétaire américaine restera accommodante dans les mois qui arrivent, afin d'accompagner, je dirais, la reprise économique. En tout cas, c'est ce qu'a souligné hier soir Jérôme Powell. Elle n'a pas encore pris la décision concernant la réduction de son bilan, qui a atteint donc un niveau record de 8 700 milliards de dollars en raison des achats d'actifs effectués lors de la crise sanitaire, donc pendant la pandémie.
Concernant l'emploi, et malgré, je dirais, les incertitudes sur la situation sanitaire, les économistes tablent sur une poursuite des créations d'emplois l'année prochaine, avec un taux de chômage prévu à 3,5% en fin d'année au lieu de 3,8% actuellement. La hausse des prix, provoquée donc par la réouverture des économies et la perturbation donc des chaînes d'approvisionnement, place, je dirais, les banquiers centraux face à un problème, donc à un dilemme, alors qu'une politique, je dirais, trop restrictive de lutte contre l'inflation risquerait donc de fragiliser le redressement du marché de l'emploi. Actuellement, le nombre d'emplois aux États-Unis reste aux alentours de 3,8, 3,9 millions au niveau atteint en février 2020 avant le début de la crise. Aujourd'hui, au niveau journée extrêmement chargée, donc tension bien sûr sur les marchés, notamment en Europe, euh, qui pourrait cependant rapidement refaire surface puisque la BCE, la Banque d'Angleterre, la BNS, donc la Banque nationale suisse, la Norvège Bank, la Banque de Turquie devraient toutes annoncer aujourd'hui des décisions de politique monétaire. Je vais vous passer sur le calendrier économique. La BCE devrait annoncer aujourd'hui la fin de son programme d'achat d'urgence pandémique, ce fameux PEPP du mois de mars, le mois de mars 2022, une mesure à laquelle donc Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, a préparé bien sûr les investisseurs depuis plusieurs mois, et donc pour éviter, je dirais, un impact trop brutal sur les marchés, les investisseurs anticipent, je dirais, toutefois, je dirais, une augmentation du volume de programmes réguliers d'achat d'actifs, le fameux APP, qui est actuellement de 20 milliards d'euros par mois, soit la création d'un dispositif de transition d'une durée limitée et plus flexible que l'APP. Au niveau de la Banque d'Angleterre, alors c'est un sujet à laquelle on avait abordé lors des précédentes réunions. La Banque d'Angleterre, donc, aujourd'hui, devrait décider des mesures à prendre concernant bien sûr son relèvement des taux. On est dans un contexte économique très compliqué au Royaume-Uni, une inflation qui a dépassé, donc, comme je l'avais évoqué, 5% en novembre. Le taux de chômage est en baisse, certes, des pénuries de main-d'œuvre qui sont signalées dans de nombreux secteurs, mais il faut savoir qu'au Royaume-Uni, le pays a enregistré mercredi un nombre quotidien record de cas de Covid et donc ce fameux variant Omicron qui se répand de plus en plus et cela rapidement dans le pays. Et donc, pour cette raison, je dirais, de nombreux investisseurs pensent que la BOE, donc la Banque centrale britannique, attendra encore avant de relever son taux directeur qui se situe donc à 0,1% depuis le mois de mars 2020. Donc, bien évidemment, soyez vigilants sur vos positions concernant le GBP et notamment le FTSE britannique, puisque l'annonce aura lieu à partir de 13h, comme vous voyez sur l'agenda. Vous avez d'autres annonces, notamment le fameux PMI manufacturier avant la réunion donc, de la BOE, l'indice des directeurs d'achat. Les PMI manufacturiers, donc ça mesure, je dirais, le niveau d'activité des directeurs d'achat de tout ce qui est secteur manufacturier. Un résultat au-dessus de 50 indique donc une expansion du secteur et en dessous, bien sûr, une contraction. Donc les opérateurs surveilleraient bien sûr ces rapports qui de très très près puisque on attend ces directeurs d'achat qui bénéficient souvent d'un accès précoce aux données concernant les performances donc de leurs entreprises, ce qui peut alors devenir un indicateur clé des performances globales de l'économie. Donc, comme je l'avais évoqué donc, en introduction, bien sûr, vous avez la conférence de presse de la BCE, donc de Christine Lagarde, une déclaration bien sûr sur les taux qui resterait vraisemblablement inchangé. Il resterait aux alentours donc de 0,25%. Voilà, donc une journée extrêmement chargée à surveiller de très près. On va passer sans tarder sur les différents actifs à surveiller aujourd'hui au niveau du programme du jour, donc le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, le DAX allemand, le pétrole et une paire de devises monétaires, l'USD JPY. On va passer sur le S&P 500. Donc l'équivalent de l'USA 500, on va analyser ensemble. Alors, l'USA 500, donc là vous êtes sur le graphique du S&P 500. Alors,
Vous avez à droite la configuration en hebdomadaire, à gauche, vous avez la configuration en journalier. Comme je vous l'avais évoqué plusieurs fois, ce fameux V-bottom, le V-bottom que vous avez ici, qui est représenté comme une forme de V. Ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne de coup. Attendez, je vais vous agrandir d'abord l'hebdomadaire. À savoir que ce n'est pas représenté ici. Vous avez la moyenne mobile, cette période qui est représentée ici en jaune. Vous avez la moyenne mobile en violet qui est représentée par 25 périodes. Et en bas, ici, vous avez une moyenne mobile qui est sur 50 périodes. Ici, vous avez la Tenkan-sen, vous avez la Kijun-sen ici de l'indicateur Ishimoku. En tout cas, tout ça pour nous dire que le S&P 500 n'a pas de résistance puisqu'on est tous sur des niveaux historiques. Et le marché peut encore continuer puisqu'il a grimpé, tout simplement, il a fait appui sur ces fameux 200% des retracements de Fibonacci qui ont été effectivement tracé à partir de la phase de repli lors de la crise sanitaire, où là il y a eu une forte chute, et on a effectivement les 100% ici, et on a les 127, 141%, 200%, et là il a fait appui 200%. Et là on a passé, notamment la semaine dernière, la bougie hebdomadaire de la semaine dernière a tout simplement passé au-dessus de la moyenne mobile de cette période. Tout nous porte à dire qu'on peut aller accélérer beaucoup plus haut. On va regarder maintenant sur le graphique journalier, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce graphique-là? Alors déjà, dans un premier temps, vous avez, comme vous l'avez évoqué précédemment, vous avez ce qu'on appelle un V-bottom. Alors le V-bottom, pour rappel, c'est tout simplement une figure en V, ce qu'on appelle soit une figure en bottom de retournement, soit un bottom de continuation. Et là, il se pourrait vraisemblablement qu'on assiste à un bottom de continuation. Donc, je vous montre le schéma pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Voilà, vous avez deux types de V-bottom. Donc, vous avez la ligne de coup qui est représentée ici. Hein. La ligne de coup, elle est là. Vous avez donc ici, comme le V-bottom de continuation, vous avez la chute ici. Là, vous avez le V-bottom. Là, on est en train de passer au-dessus de cette fameuse ligne de coup. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau des objectifs? Tenez-vous bien, l'objectif, si effectivement on se fie à cette analyse graphique, et c'est ce que préconise une grande majorité des banques américaines, notamment JP Morgan, vous pouvez effectivement tabler ce que vous avez ici à l'intérieur et vous le reporter au-dessus, comme on l'a présenté dans le schéma. Et là, on peut effectivement aller chercher sur du long terme les 4900, soit une variation, je dirais, au niveau du price par rapport au prix actuel, soit à peu près 3,5% sur les prochaines séances. En tout cas, c'est ce que préconisaient notamment les différentes banques américaines. Donc, sur le S&P 500, on va regarder sur du court terme ce que préconisent les analystes Trading Central. Je vais vous montrer cela tout de suite sur le diaporama. Là, effectivement, vous avez la représentation. Alors, attendez, avant de passer sur l'indice allemand, on voit effectivement que le S&P 500 a pour objectif d'aller chercher les 4750, voire les 4770, tant qu'on est au-dessus des 4674. En revanche, si aujourd'hui on casse les 4674, on pourrait avoir un retournement baissier vers les 4642, voire les 4602. On passe sur le Germany 40, donc l'indice allemand des 40 plus grosses capitalisations allemandes. Donc là, effectivement, vous avez la configuration graphique à droite sur une unité de temps hebdomadaire. À gauche, vous avez l'unité de temps journalier. Alors déjà, je vais vous agrandir ici la configuration graphique. Vous avez effectivement une forme de, comment dirais-je, de biseau ascendant, où là, effectivement, le marché ne fait que bloquer entre la résistance oblique que vous avez ici. Vous avez le support oblique en bas avec des niveaux support également horizontaux. Vous voyez que ce support-là, à chaque fois, il a fait office de rebond. Si on regarde un petit peu, là, vous avez un rebond, vous avez un rebond, vous avez un rebond, et là, on assiste à un prochain rebond. Donc, on a effectivement des accélérations. Alors maintenant, ce qui peut bloquer pour le moment le Germany 40, c'est cette fameuse moyenne mobile sur cette période. Mais bon, si ça casse à cette période, on pourrait aller chercher tout simplement les 15 980
voire les 16 000 qui est un seuil psychologique. En tout cas, là, vous avez deux bougies vertes. Techniquement parlant et statistiquement parlant, on a souvent, lorsqu'on a deux bougies qui se suivent, on a une troisième bougie qui arrive derrière. On va regarder en journalier ce que nous préconisent les analystes, l'analyse graphique. Alors, je vais vous agrandir le graphique journalier. Hop, donc là, vous avez les niveaux de support. Hein, ce que je vous trace ici, c'est des niveaux de support. Alors, attendez, je vais juste vous retirer pour l'instant l'Ichimoku parce qu'on n'a pas forcément de meilleure visibilité. Pour l'instant, c'est bloqué sur les moyennes mobiles. Vous voyez que les niveaux de support qui sont donnés ici peuvent faire office d'accélération. Vous voyez que ça, c'est très important de savoir que quand vous avez une accélération, vous avez un pullback ici, le marché prend appui sur ce niveau de support. Tout nous porte à dire qu'on peut aller vraiment chercher les 15 996 000. Ça sera le prochain scénario sur les prochaines séances à venir sur le Germany 40. Maintenant, concernant ce que préconisent les analystes trading central, je vais vous montrer sur du court terme, donc en intraday, ils préconisent donc les 15 790, voire les 15 840. C'est ce que je vous suggérerais, en tout cas en intraday, tant qu'on est au-dessus des 15 580. À partir du moment où on passerait en dessous des 15 580, là on pourrait aller chercher donc les 15 510, 15 430. Alors au moment où je vous parle, on est à 15 740. Bon, il reste à peu près une cinquantaine de points pour aller chercher le premier objectif, mais je pense qu'on peut aller chercher le premier, voire le deuxième objectif assez facilement. On va passer sur le pétrole. Les cours du pétrole progressent un petit peu, ont progressé un petit peu ce jeudi matin, qui sont tenus notamment par un regain d'appétit, je dirais, pour le risque, après les annonces donc, de hier de la Réserve fédérale américaine. Attendez, je vais juste vous retirer l'Ichimoku pour que ce soit plus clair. Hop. Alors, vous avez effectivement... Alors, le pétrole reste quand même confronté à des éléments, je dirais, défavorables à court terme. Pourquoi? Parce que on a toujours ces inquiétudes concernant la propagation rapide du variant Omicron qui continue donc de peser sur le marché. En tout cas, c'est ce qu'indiquent beaucoup d'analystes. Il faut savoir que le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure, ont enregistré le plus grand nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 depuis la crise sanitaire. Déjà, on voit que les voyages internationaux, certains pays commencent à mettre en place des restrictions concernant les voyages, puisque certains vols ont été annulés complètement sur certains pays, et donc les voyages internationaux qui commencent à en pâtir. Au niveau de l'analyse graphique, on avait effectivement eu, la dernière fois que je vous avais évoqué, donc cette fameuse divergence baissière, pour ceux qui se souviennent, donc divergence baissière, je reviens là-dessus. Quand vous avez des pics qui sont de plus en plus hauts sur le prix et que vous avez des pics sur l'indicateur, donc en bas, que vous avez donc sur l'indicateur RSI, hein, le Relative Strength Index, l'indice de force relatif, et que vous avez des pics de plus en plus bas, mais ensuite toujours l'indicateur. Et effectivement, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé notamment sur le prix, notamment du pétrole, on voit que là, les pics sont de plus en plus bas, et là, on a eu une forte chute. Maintenant, on a une forte résistance au-dessus de la tête du Brent Oil. Donc, tout nous porte à dire que le Brent, tant qu'on reste en dessous de cette fameuse résistance hebdomadaire, je précise, on a un potentiel pour que le marché continue sa décélération sur du moyen terme. Maintenant, rien ne dit qu'on ne peut pas avoir une accélération sur du court terme. Alors, ce qui est intéressant, alors là, je suis toujours en hebdomadaire, je vais passer en journalier à gauche. Là, vous avez effectivement à gauche l'analyse journalière. Donc là, on est bien sûr, on est sur le support oblique. On a deux petites résistances au-dessus de nos têtes. Alors, effectivement, si on passe là-dessus de la moyenne mobile 7 périodes, donc là, vous voyez que pour le moment, le marché est en train de bloquer sur cette fameuse moyenne mobile 7 périodes. Si on passe au-dessus, on pourrait aller chercher sur du court terme la moyenne mobile 25 périodes aux alentours des 76, voire 76, 25. Ça serait l'objectif si effectivement on pourrait casser. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas de vous fier aux unités de temps inférieures comme 4 heures, voire 1 heure avant de prendre une décision. Mais effectivement, si on casse la moyenne mobile 20 périodes, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 25 périodes. On va passer sur le dernier actif, donc une paire de devises monétaires, donc l'USD
JPY, alors ah oui, pardon, avant de passer sur l'USD JPY, bien sûr, je vous mets en avant ce que préconisent les analystes trading central. Donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. L'objectif, c'est court terme 75, 70, 76, 40. Mais attention, on reste quand même dans une configuration plutôt baissière parce que les mesures par rapport aux variants Omicron et tout ce qui se passe, notamment au niveau de la situation sanitaire. Et donc on pourrait avoir effectivement une chute sur du moyen terme concernant le pétrole. USD-JPY, dollar américain, devise japonaise, un actif qui est très très surveillé par une grande majorité des investisseurs. Alors je vais vous retirer Ishimoku pour que ce soit plus net et plus clair. Alors attendez, je vais retirer ça. Alors on est au-dessus de la moyenne mobile. Alors déjà avant toute chose, j'aimerais vous présenter quand même une configuration graphique qui est assez intéressante, en tout cas sur une unité de temps hebdomadaire. Vous avez effectivement ici ce qu'on appelle un drapeau, un drapeau qui est souvent travaillé sur les marchés. Alors, je vais vous mettre en avant le schéma d'un drapeau. Il y a soit le drapeau, soit le fanion. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un drapeau. Généralement et statistiquement parlant, lorsque vous avez un drapeau, c'est un peu ce que vous avez ici, vous avez effectivement une accélération, retournement donc dans un canal baissier, et qu'en 87% des cas, comme vous le voyez ici, on a une accélération haussière. Alors maintenant, comment ça se passe? Si vous regardez un petit peu sur la configuration graphique, on a plus ou moins la même, je voudrais dire ça, on a plus ou moins la même configuration. Regardez, là, ça monte, ça descend. Donc là, ça monte, ça descend. Tout nous porte à dire qu'on aura dans 87% des cas une accélération donc sur l'USD-JPY. Si je reportais exactement l'objectif que nous avons dans cette accélération, donc je le reporte ici et je le copie et je fais un coller et je pourrais aller chercher sur du moyen terme, aller chercher les 117,50, voire même plus loin si on reporte au-dessus du canal, voire les 118. Ouais, même les 118,70. Donc, on a un objectif très, très important sur l'USD-JPY. En tout cas, sur de l'hebdomadaire, tout nous porte à dire que la configuration est bien marquée et qu'on pourrait avoir donc une nouvelle accélération. Bien sûr, on est en hebdomadaire, donc ce qui veut dire qu'il faudrait patienter, notamment demain, pour savoir est-ce que le canal est passé au-dessus. Est-ce qu'on aura ici une bougie, alors en tout cas, une bougie quasiment sans mèche. Là, pour l'instant, la mèche, elle est là. Mais si on finit comme ça, avec une bougie comme celle-ci, plus ou moins, on pourrait avoir une nouvelle accélération pour les prochaines séances. En tout cas, c'est ce qui est intéressant de travailler sur cet actif. On va regarder en journalier ce que préconise un petit peu c'est l'analyse graphique. Alors effectivement, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Donc lorsqu'on est au-dessus des moyennes mobiles, la tendance est haussière. On est au-dessus de la moyenne 7 périodes, la moyenne 50, la moyenne 25 périodes. On voit bien qu'on agit bien sur le support qui a été marqué depuis la journée du 9-10 novembre 2021 et une accumulation de trades en consolidation sur ce niveau de support et une nouvelle impulsion haussière. Donc, si on continue à rallonger ce support oblique, on pourrait faire un pullback sur ce niveau de support et aller chercher cette résistance graphique qui serait donc entre, je dirais, je vais vous dire ça tout de suite, sur du moyen terme, bien sûr, entre les 115, en termes d'objectifs, on pourrait aller chercher les 115, 40, 115, 50, ça pourrait être un objectif intéressant sur l'USD JPY. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central pour une opportunité intraday. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. On reste dans une configuration haussière pour aller chercher sur du court terme les 114,35, 114,50. Tant qu'on est bien sûr au-dessus des 113,85. En revanche, si nous passons en dessous des 113,85, à ce moment-là, on pourrait avoir une petite, un repli à 113,65, voire 113,50. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, bien sûr, les analyses et les temps forts qui auront lieu aujourd'hui, puisque c'est une journée extrêmement chargée. Donc, je vous laisse bien sûr prendre connaissance du calendrier économique et de l'accompagnement que vous avez avec vos chargés de compte. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de marché. Excellente journée à tous.